lirez probablement l'un de ses récits de voyage cet été. Il est devenu, grâce à ses livres, celui qui inspire nos envies de voir du pays, de prendre la poudre d'escampette, une voix familière qui nous accompagne sur les chemins, dans les déserts ou les montagnes, pour nous retrouver seuls avec nous-mêmes. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1, écrivain, voyageur, documentariste. C'est une question indiscrète par laquelle je vais commencer, mais quand même, elle nous titille tous un peu, nous les fans de Sylvain Tesson. Question banale, qu'allez-vous faire de votre été ? Je vais faire de l'escalade comme tous les étés à Chamonix. C'est le meilleur moment où tout à coup monter dans les montagnes et se demander vraiment qui on est. On passe un moment avec soi-même quand on est en été, pour une raison très simple d'ailleurs et qui est cosmique, c'est que le soleil est à votre aplomb et c'est donc dans l'année le moment où vous avez pendant le plus long intervalle de temps votre ombre à l'aplomb de vous-même. Vous êtes au zénith de votre ombre. Votre ombre est à votre nadir, comme on dit en géographie. Elle n'est plus projetée, ni devant vous, ni derrière vous. Donc c'est le moment de l'introspection. Comment vous préparez une ascension, Sylvain Tesson ? On a envie de vous suivre, on est déjà derrière vos crampons. Je prépare toujours une ascension, enfin en tout cas j'en rêve lors de la précédente ascension. C'est un principe existentiel auquel je crois beaucoup, moi. On rêve aux choses au moment où on fait d'autres choses. Et alors à ce moment-là, entre les deux, entre le rêve et l'accomplissement, il y a une chose très belle en escalade qui s'appelle la marche d'approche. On s'approche de la paroi qu'on va grimper. Et c'est un moment très beau. C'est comme quand vous êtes sur le parvis avant d'aller dans la cathédrale. C'est comme le rendez-vous d'amour. Avant d'aller retrouver la femme que vous aimez, vous montez l'escalier. Et la marche d'approche, c'est ça. Le préambule. Beaucoup d'hommes disent d'ailleurs que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte les escaliers. Oui, je crois que c'est un mot de Guitry, mais c'est le moment du prélude. En musique, c'est superbe le prélude. Surtout quand le prélude ne prélude à rien d'autre qu'à lui-même, en fait. Quand le prélude, tout à coup, a une valeur qui est contenue dans sa seule expression, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Parfois, un prélude n'appelle rien d'autre. Il faudrait d'ailleurs s'en tenir là. Ça, c'est des gens qui montent l'escalier et puis qui font demi-tour, parce qu'ils sont un peu timides. Sylvain Tesson, dans vos livres, il y a deux types de promenades, d'excursions, de voyages, de randonnées. Il y a celles que vous préparez en pensant à l'histoire. Il y a la Bérésina, les forêts de Sibérie, où vous pensiez à l'histoire de la Russie, tout en partant vivre au bord du lac Baïkal. Il y a eu évidemment votre été avec Homer. Et puis il y a cette histoire d'escalade. C'est pas les mêmes voyages. Quand on part escalader, on pense pas à l'histoire. Quand on part dans les forêts de Sibérie ou quand on part faire le parcours de Napoléon de retour de la campagne de Russie, on a en tête l'histoire. Les choses changent. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que les ascensions ont un caractère plus élémentaire, au sens géographique du terme, au sens géologique du terme. On pourrait penser que l'escalade s'adresse davantage à la palette de sentiments que vous pouvez éprouver. La preuve d'ailleurs, c'est qu'on tâte le rocher. Il y a quelque chose d'extrêmement sensuel d'ailleurs dans la grimpe. Alors on pourrait se dire qu'on intellectualise moins une escalade. Mais c'est pas totalement vrai parce que l'an passé, je suis allé grimper dans les Dolomites. Et à chaque fois que l'on grimpe sur ces parois, on voit les stigmates de la guerre. La guerre entre les Autrichiens et les Italiens, la guerre que ces deux patries se sont avec acharnement infligées l'une à l'autre. Et on voit les traces. Alors on est propulsé dans l'histoire. La géographie n'est que finalement le décor de la guerre. D'ailleurs, vous vous souvenez que c'était cette réflexion du géopoliticien Yves Lacoste qui disait la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. D'abord, vous mettez le décor, après les hommes se battent. On ne peut pas traverser une géographie sans se souvenir qu'elle a été un champ de bataille. Et vous aimez ranimer des personnages, faire revivre des fantômes. Quand on lit les forêts de Sibérie, quand on lit la Bérésina, et même sur les chemins noirs, on s'aperçoit que vous aimez, derrière un bosquet, derrière une montagne, derrière la glace, faire sortir quelqu'un qui a préexisté, qui a été là avant vous. Ben oui, moi je crois au passé, moi je crois aux fantômes, je crois que je ne suis pas né de la dernière pluie, moi. Je ne crois pas que le monde a commencé à ma naissance et que j'ai été moi-même la propre annonce de l'an zéro de l'histoire. Contrairement à beaucoup de mes semblables et de mes contemporains qui ont l'impression que le monde est né avec eux et que l'histoire
a un sens. Vous savez, cette espèce de fumisterie, le sens de l'histoire, qui nous amènerait vers le progrès. Moi, je crois que, comme Cocteau d'ailleurs, je crois que le progrès est probablement le développement d'une erreur. Et que souvent, on a un peu tendance à penser que l'avenir nous amène vers des jours meilleurs, alors qu'il n'est que le pauvre balbutiement des vieilles tendances humaines. Alors, une fois qu'on est assez méfiant à l'égard de l'avenir, et qu'on n'a pas beaucoup d'affection pour l'époque que l'on vit, on s'intéresse au passé. Et quand on s'intéresse au passé, on est entouré de fantômes. Et dès qu'on lève une pierre, on entend une symphonie de ce qui s'est passé. Et dès qu'on regarde un bosquet, comme vous l'évoquiez, on a l'impression de voir des farfadets ou des fantômes de l'histoire qui s'évanouissent. C'est ça que j'aime, moi, chercher dans la nature. Et en même temps, le présent vous surprend à travers les animaux que vous croisez sur vos chemins. Dans les forêts de Sibérie, comme dans certains autres livres, il y a immensément de tendresse pour ces animaux, ces chiens, ces bêtes sauvages qui peuvent croiser votre chemin. Oui, mais l'animal est immémorial. Parce que l'animal est une apparition, une manifestation, un surgissement de quelque chose de sacré qui n'a pas évolué. Les animaux ne progressent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont éternels. Ils ne sont pas là à s'imaginer qu'ils vont changer le monde. Il n'y a pas de changement, c'est maintenant pour les animaux. Parce que les animaux ne sont pas fous. Ils sont dans une espèce de stabilité et de maintien, parce que l'évolution leur a permis d'être parfaitement adaptés à un biotope et à un environnement. Et ça a pris des millions d'années. Et ils ont beaucoup de respect, les animaux, pour le passé. Il n'y a pas de table rase, il n'y a pas de terra nova chez l'animal. Et au contraire, l'extraordinaire présence immédiate, et qui est en fait la célébration d'une très très longue durée. Mon chien boit vos paroles, Sylvain Tesson. Vous restez avec nous, on vous retrouve, on parlera du départ entre autres, car il faut savoir partir. Et comme chaque... Retour dans ce studio avec Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, est-ce que vous voyagez pour fuir le monde et ensuite le retrouver et écrire, ou est-ce que vous avez besoin d'écrire d'abord et puis de partir ensuite? Quelle est la logique du lien entre le voyage et l'écriture? Mais si je suis très honnête avec vous, je vais vous dire que je voyage parce que j'adore ça. J'aime partir. J'aime le moment où on sort de son appartement et on ferme la porte. Et puis on a l'impression que tout va être possible. Même si je sais aussi qu'on est très vite déçu, parce qu'on s'aperçoit que finalement, la routine à laquelle on essaye de fuir vous suit, vous rattrape, et que c'est très difficile de la semer. À quel moment d'ailleurs ça arrive, ce moment qui est décevant, enfin le fait de partir à l'aventure et de se dire à un moment donné, peut-être que le meilleur moment c'était celui du départ, au moment où vous fermiez la porte? C'est quand vous vous rencontrez vous-même et que vous avez l'impression qu'au fond, vous êtes parti pour essayer de semer vos mauvais penchants, et puis qu'en fait, on ne se refait pas. C'est pas parce que vous allez à Saïgon que vous serez différent. Lorsque vous êtes mélancolique à Paris, si vous allez à Copacabana, vous serez toujours aussi mélancolique. Il ne faut pas croire que la distance est un remède. Ce qui est peut-être un remède, c'est le moment où vous partez, parce qu'à ce moment-là, vous coupez les ponts, vous insultez les habitudes, vous franchissez les petits parapets du confort. Alors à ce moment-là, il y a un saut, il y a un pas de côté, il y a un saut dans le vide. Enfin, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Si je dis saut dans le vide, c'est au figuré, naturellement, c'est pas au propre. Mais je crois beaucoup, moi, à la vertu du départ, quel que soit le temps que dure le voyage. Quelles sont les vertus du départ? Il y a une espèce d'allégresse, évidemment. On est tous impatients au moment où on part de faire nos valises et de partir. Tout départ impose à un moment, c'est d'ailleurs le principe de la constitution du sac, impose à un moment de faire un choix, de faire la chose la plus belle de la vie, qui est la discrimination. Moi, j'aime discriminer. Je parle du terme au sens propre et philosophique du terme. La discrimination est une vertu. Ce qui est essentiel dans ma vie et ce qui est accessoire. Ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ce que j'ai raté et ce que j'ai réussi. Quel va être ce que j'emporte? Eh bien, le départ vous permet de vous poser ces questions-là. Il faut discriminer ce qu'il y a en nous-mêmes de superficiel et puis ce qu'il y a d'essentiel. Et ce que vous emportez dans votre voyage, c'est ce que, finalement, vous emporterez dans votre tombeau. Sylvain Tesson, face au départ, il y a quand même une angoisse que vous avez très bien décrite dans Sur les chemins noirs, publié il y a 2 ans. C'est cette intuition que nous avons maintenant tous, que la Terre est couverte de connexion grâce aux satellites et qu'il n'y a plus un seul endroit sur la Terre où ne passe pas le téléphone, une liaison radio, quelque chose qui nous relie les uns aux autres et qui nous mette d'une certaine façon sous contrôle. Est-ce qu'on peut s'oublier? Est-ce qu'on peut oublier cette surconnexion de la planète? Il y a des endroits quand même, comme les refuges de haute montagne, les sous-marins nucléaires,
il y a des endroits où on peut constituer un réseau asocial. Moi, je préfère les réseaux asociaux aux réseaux sociaux. Alors, il y a quand même des zones qui échappent. Il y a des mailles dans le filet, tout de même. Il y a des moments où la toile d'araignée est crevée. Ça, c'est la première réponse physique. Et puis après, vous vous demandez s'il y a des moyens d'échapper. Oui, bien sûr, on peut tout à fait trouver des interstices dans le silence. Et puis, vous savez, si on a envie d'être déconnecté, il suffit de débrancher. Et puis de rester dans la patrie silencieuse de son appartement. C'est ça qu'on pourrait appeler le recours aux forêts. Quand on dit le recours aux forêts, il ne s'agit pas de prendre des choses au pied de la lettre, il ne s'agit pas d'aller dans les sous-bois et de devenir un agent de l'ONF, il s'agit simplement de fermer les écoutilles. Sylvain Tesson, certains de vos livres existent en livre audio. Ils sont soit lus par des comédiens, soit lus par vous. On va écouter un extrait de ces livres audio. C'est lu par vous, ça doit être un extrait des forêts de Sibérie, et puis on en reparlera après. Le camion bleu m'attend. Micha, le chauffeur, n'a pas éteint le moteur et dehors, il fait moins 32. Demain, nous quittons Irkoutsk. En 3 jours, nous atteindrons la cabane sur la rive ouest du lac. Je dois terminer les courses aujourd'hui. Je choisis le super hot tapas de la gamme Heinz. J'en prends 18 bouteilles, 3 par mois. 15 sortes de ketchup. À cause de choses pareilles, j'ai eu envie de quitter ce monde. Sylvain Tesson, le ketchup, la grande aventure, finalement le petit détail et puis l'immensité de l'horizon et du paysage, c'est vous qui faites l'unité de tout cela ? Oui, enfin c'est l'écriture qui fait l'unité de tout cela. C'est ça qui est merveilleux quand on laisse filer sa plume. C'est ce vieil exercice consistant à partir du détail pour essayer d'en tirer un enseignement, c'est un bien grand mot, mais une notation de plan large, quoi. C'est amusant de changer la focale. Le plaisir de lire. Le plaisir de lire et d'être lecteur de vos propres romans, ou vous pourriez être d'ailleurs le lecteur d'autre chose, qui est arrivé, me semble-t-il. Est-ce que c'est une expérience de lire aux autres ces livres qu'ils pourront écouter, et pas seulement les non-voyants, hein. Il y a des fans, j'en fais partie. Alors je ne savais pas, moi, qui était le public des audiolivres. J'ai appris avec grande joie qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'on ne le pensait, beaucoup plus de lecteurs qui recouraient à l'écoute d'audiolivres, ce qui, à ma grande surprise et à mon grand plaisir. Je dois avouer qu'en revanche, l'exercice de lire mes propres textes a été affreux pour moi. J'ai détesté ça. Pour une raison très simple, c'est que lorsque je me suis lu à haute voix, j'ai trouvé que c'était inaudible. D'abord que ma voix était assez disgracieuse et que ce que j'avais écrit n'était pas lisible et qu'il fallait corriger. Du coup, j'enlevais des mots, j'en rajoutais, je faisais une correction automatique de ce que j'étais en train de lire, au grand désespoir de la réalisatrice qui écoutait tout ça dans la cabine de montage et qui avait l'impression que nous n'avions pas le même livre. Je pratiquais une espèce de reconstitution de mon livre. Vous n'êtes jamais satisfait, en fait. Je crois que c'est pas mal de jamais être satisfait. C'est ce qui permet de ne pas se coucher pour une dernière nuit. Sylvain Tesson, on arrive au terme de cette discussion. Quand on arrive au terme d'une ascension, qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on est en haut ? C'est ça l'avantage de l'alpinisme, c'est que quand vous arrivez au sommet, c'est le seul moment de votre vie où vous n'avez pas honte de faire demi-tour, puisque vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est une très belle conclusion. Sylvain Tesson, merci. Merci.